Salut. Aujourd'hui, on voit la matière pour le labo vaccin. C'est un labo quand même de 4 périodes, il y a plein de trucs à savoir, et puis j'aimerais ça, qu'en classe, on puisse manipuler un peu plus de matériel et jouer un peu avec le PIC, le protocole d'immunisation du Québec. On va voir ça tantôt. Donc la matière, importante à connaître pour les examens va être dans ce, PowerPoint filmé-là. Débutons. Dans le labo vaccin, on apprend beaucoup à faire de l'enseignement sur la vaccination auprès des familles. En tant qu'infirmière, vous faites la promotion de la vaccination auprès des familles, auprès des patients. On leur explique à quoi ça sert, comment ça fonctionne. On éclaire un peu les zones grises. Il y a beaucoup de désinformation sur Internet par rapport à la vaccination. Donc, vous êtes là pour informer adéquatement les parents pour qu'ils prennent les bonnes décisions. On vous apprend aussi à interpréter le carnet de vaccination. Ça va faire partie de vos tâches d'infirmière. Et évidemment, on revoit les techniques d'injection intramusculaire sous-cutanée qui sont nécessaires à l'administration des vaccins. Donc, avant de voir comment un vaccin fonctionne, quelques terminologies. Par exemple, l'éradication, élimination, diminution des impacts, c'est à ça que ça sert, la vaccination. Parvenir à l'éradication de la maladie, c'est pas simple. Par exemple, la variole a été éradiquée, mais ça a pris pratiquement 200 ans de vaccination avant d'y arriver. En ce moment, il y a des maladies qui ne sont pas éradiquées, mais qui sont éliminées dans le sens où le nombre de cas a drastiquement diminué au fil des ans. Comme par exemple la poliomyélite. On n'a presque plus de cas de poliomyélite. Et évidemment, on vaccine pour diminuer les impacts. Donc, on vaccine pour des maladies graves ou très contagieuses. Malheureusement, il n'existe pas des vaccins pour toutes les maladies graves ou contagieuses. On prend l'exemple sur Ebola ou sur le VIH, pour lesquels on n'a malheureusement pas de vaccin. Heureusement, on en a pour certaines maladies comme celle-là, diphtérie, coqueluche, tétanos et compagnie. On peut voir sur ce tableau-là qu'aucun cas de poliomyélite depuis 2007, c'est excellent. Puis la variole a été complètement éradiquée. Bon, comment ça fonctionne un vaccin? En fait, un vaccin, c'est un peu comme si on avait des vies illimitées à Mario Bros, puis qu'on pouvait essayer de combattre le monstre 1000 fois avant de le faire pour vrai. C'est sûr que quand tu sais exactement quoi faire, ça va bien plus vite pour combattre le monstre. Admettons qu'on prend un enfant non vacciné qui est en contact avec un pneumocoque. Le pneumocoque, c'est une bactérie qui a la capacité, comme toutes les bactéries, de se reproduire quand même assez rapidement et de causer une maladie pulmonaire comme une pneumonie. Heureusement, l'enfant a un système immunitaire. Donc, le système immunitaire, les macrophages, les cellules dendritiques vont absorber le pneumocoque, mais le problème, c'est que le pneumocoque va se reproduire beaucoup plus rapidement que ce que le système immunitaire inné est capable de faire. Et l'enfant va avoir beaucoup de symptômes, de la détresse respiratoire, de la température, et il va avoir besoin d'oxygène et d'une hospitalisation. Même enfant qui se fait vacciner, donc la vaccination a lieu avant l'infection. On lui donne un fragment de pneumocoque qui se fait avaler par un macrophage. 10 jours plus tard, le système immunitaire va être capable de produire des anticorps contre le pneumocoque. Donc, la prochaine fois que l'enfant va être infecté avec le pneumocoque, la même chose va se reproduire. Le pneumocoque va aller dans ses poumons, il va se reproduire, les macrophages vont l'attaquer avec leur lenteur habituelle et le pneumocoque va continuer à se reproduire, mais cette fois-ci, on a des lymphocytes qui ont gardé en mémoire à quoi ressemble le pneumocoque, puis ils vont être capables de se reproduire et de relâcher très rapidement des anticorps contre le pneumocoque. Les anticorps ne vont pas détruire le pneumocoque, mais ils vont l'inactiver. Et à ce moment-là, le système immunitaire peut prendre autant de temps qu'il veut pour aller gober les pneumocoques morts, ce qui fait que l'enfant ne tombera pas malade de son pneumocoque. Il va l'avoir combattu avant d'avoir des symptômes et au lieu d'être à l'urgence avec du tirage, de la dyspnée et des besoins d'oxygène, il va être à la maison et il va essayer de faire ses premiers pas. Il existe deux types de vaccins. Il y a les vaccins vivants atténués et les vaccins inactivés. Les vaccins vivants atténués, il y en a quelques-uns. Dans le carnet vaccinal, c'est surtout le rougeole, le rubella, le rayon et le vaccin de la varicelle. Comme je vous dis, il y en a d'autres, par exemple le rotavirus, c'en est un. L'influx qui est donné en intranasal est vaccin vivant atténué, sinon c'est un vaccin inactivé lorsqu'il est donné en intramusculaire. Le vaccin vivant atténué, le virus est entier dans ce vaccin-là. C'est juste qu'il est atténué, donc il ne peut pas générer la maladie. C'est comme un virus qui aurait été bien écrapou
par quelqu'un de très violent. Il est très efficace. L'immunité est très longue, mais évidemment, il y a plus d'effets secondaires systémiques, donc un peu plus importants. Les effets secondaires vont arriver vers la 5e journée post-vaccinale parce que ça prend du temps au système immunitaire de générer une réponse immunitaire. Puis c'est cette réponse immunitaire-là qui cause les effets indésirables. L'enfant va avoir un petit peu plus de fièvre et peut développer une éruption cutanée qui ressemble à la maladie contagieuse, mais ce n'est pas la maladie contagieuse. Donc, le vaccin contre la rougeole peut créer une éruption cutanée maculopapillaire comme la rougeole, mais l'enfant n'est pas contagieux parce qu'il n'a pas la rougeole. C'est des vaccins qui demandent énormément d'efforts sur le plan immunitaire à la personne qui reçoit ce vaccin-là. Donc, il est contre-indiqué chez la femme enceinte ou le patient immunosupprimé. Le vaccin inactivé, lui, par contre, ce n'est qu'un morceau d'un virus et moins efficace. Donc, il y a besoin d'avoir plus souvent des rappels de faits, comme par exemple le vaccin pour le tétanos. Le rappel doit être fait littéralement aux 10 ans. Les effets sont généralement un petit peu moins intenses, sont locaux, comme par exemple une rougeur au point d'injection. Puis, normalement, ces effets-là vont s'atténuer dans les 72 heures. Le protocole d'immunisation du Québec, c'est comme une énorme ordonnance collective. Ça vous donne énormément d'autonomie en tant qu'infirmière. Là-dedans, il y a tout ce dont vous avez besoin pour, entre guillemets, prescrire les vaccins euh, et réagir en cas de problématique, là, comme une réaction anaphylactique. C'est super bien fait. On va voir ça en classe ensemble, tous les petits onglets et les myriades de chemins qu'on peut prendre pour aller chercher l'information dont on peut avoir besoin. Dans le cadre du labo vaccin de 4e session, on va voir surtout les vaccins qui concernent la jeune enfance. Donc, toute cette liste de vaccins-là, diphtérie, coqueluche, tétanos, hépatite B, polio, HIB, pneumocoque, rota, méningocoque, la varicelle, rougeole, rubéole, le rayon, tout ça et le VPH. Évidemment, il y en a plein d'autres. Si vous allez en voyage, vous allez constater que, bon, pour certains pays, fièvre jaune, l'encéphalite japonaise, etc., il y a plein d'autres vaccins qui existent qui ont des maladies très dangereuses. Ceux qu'on va voir pendant le labo vaccin, ça va être ceux-là. Dites-vous quand même qu'il en existe abondamment. Il y en existe beaucoup plus. Donc ça, c'est un exemple du calendrier vaccinal à jour. On voit qu'il y a des vaccins à recevoir à 2 mois, 4 mois, 1 an, 18 mois, vers 4-6 ans, à la 4e du primaire et en 3e secondaire. On se fait souvent poser la question par des parents, c'est quoi les maladies contre lesquelles on vaccine? Il y a des maladies, en fait, que probablement les gens ne connaissent pas parce que, justement, grâce à la vaccination, ils n'ont jamais vu personne être malade avec ça. Donc, des fois, il faut prendre le temps d'expliquer les maladies aux parents pour leur expliquer pourquoi on vaccine les enfants pour ces maladies-là. Donc, on va les rapidement passer une par une. Ça fait aussi une révision de certaines maladies qu'on a vues dans le cours de maladies contagieuses. Ça permet aussi de mettre en parallèle le risque de la maladie versus le risque du vaccin. On commence avec la diphtérie, qui est une maladie qui s'attrape par gouttelette. La personne a de la fièvre, syndrome d'allure grippale. Le problème, c'est que la personne développe des pseudomembranes dans le fond de la gorge avec un bon édème au niveau des amygdales. Puis, ces pseudomembranes blanches-là se décollent éventuellement et peuvent causer des obstructions graves des voies aériennes supérieures. Les gens meurent de suffocation. Alors, c'est beaucoup moins pire que de simplement avoir un peu de rougeur et d'édème au niveau du bras, du site de vaccination. Le tétanos, c'est une autre maladie qui est devenue rare grâce à la vaccination, heureusement. La bactérie du tétanos, elle est présente en tout temps dans la terre, donc elle n'est pas éradiquée. Et quand on se coupe et qu'on est en contact avec un instrument qui a passé du temps dehors, la bactérie de tétanos peut entrer dans notre système et elle va aller s'attaquer à nos nerfs. Donc, ça cause des spasmes musculaires très intenses. Au niveau de la mâchoire, des cordes vocales, du diaphragme, tout le corps en fait devient rigide et la personne meurt en fait d'arrêt respiratoire parce que son muscle du diaphragme paralyse, mais ce après avoir souffert des semaines de temps avec des fractures causées par les contractures. Encore une fois, beaucoup moins pire, un peu d'érythème, édème ou douleur au point d'injection. La coqueluche, elle aussi est une bactérie. C'est une bactérie qui se passe dans les gouttelettes. C'est un bon rhume. Mais qu'est-ce qu'elle a de particulier, la coqueluche? C'est qu'elle provoque une toux qui dure 3 mois.
Donc, les gens toussent la nuit en quinte jusqu'à vomir. C'est des toux, très, très épuisants. Le petit bébé, souvent, va devenir hypoxique, faire des bradycardies, des hypoxies avec les quintes de toux. Ça peut causer la mort chez les petits bébés. Donc, on se vaccine évidemment pour protéger, les plus petits. Encore une fois, entre avoir une toux pendant 3 mois ou un érythème, un édème ou une douleur au point d'éjection, je préférais vraiment, le vaccin. La polio, une autre maladie qui est vraiment très rare grâce à la vaccination, mais c'est un autre agent pathogène qui va se présenter initialement comme un rhume, mais la personne devient de plus en plus malade et ça peut atteindre les nerfs, puis la personne va avoir une paralysie transitoire, mais elle peut rester permanente aussi. Le HIB et le pneumocoque, c'est 2 bactéries qui se propagent encore une fois un peu comme un rhume là, avec des gouttelettes, mais c'est des bactéries, donc ils ont le risque de causer des bactériémies, donc de se propager dans le sang de l'enfant. Et on l'a appris dans le cours de système nerveux, c'est que la barrière hémato-encéphalique des enfants est plutôt perméable. Donc, une fois qu'ils sont bactériémiques, ils sont souvent atteints de méningite aussi. Et des méningites bactériennes, ça laisse des traces. On peut être épileptique, peut avoir une paralysie cérébrale ou avoir une déficience intellectuelle à cause de sa méningite. Donc, c'est des bactéries pour lesquelles on a un vaccin, ce qui est assez chouette. C'est des vaccins qui sont, la Chib donne pas beaucoup d'effets secondaires. Le pneumocoque, c'est un vaccin qui est quand même assez douloureux. Donc, c'est un des vaccins qu'on va garder pour la fin quand on a vacciné un enfant, juste pour garder celui qui fait le plus mal à la fin. Ça peut arriver là qu'ils sont un petit peu plus fiévreux, irritables post-vaccination, un petit peu plus que pour les autres vaccins, mettons. Bon, la varicelle, c'est une maladie que beaucoup d'entre nous ont eue parce que le vaccin n'était pas disponible à notre époque. C'est une maladie qui était perçue comme étant bénigne. La plupart des enfants vont s'en sortir quand même assez bien, quoique c'est très inconfortable. L'enfant a une éruption cutanée très prurigineuse. Et le problème, en fait, c'est que les très jeunes enfants, ils sont pas très bons pour pas se gratter, donc souvent, ils vont se gratter jusqu'à avoir des cellulites. Si le virus entre dans la circulation de l'enfant, il peut évidemment faire une encéphalite. Et c'est un virus, la varicelle, donc on ne peut pas donner d'antibiotiques pour guérir cette encéphalite-là. Donc, les méningites à varicelle, c'est des méningites qui sont difficiles à traiter et surtout qui laissent beaucoup de dommages. Donc, si on peut s'en passer, c'est mieux. C'est un vaccin vivant atténué, le vaccin de la varicelle. Il existe 2 types de vaccins. Il y a des vaccins inactivés, ceux qu'on a vus jusqu'à maintenant. Donc, c'est un fragment de vaccin absolument impossible qui cause la maladie. Tandis qu'il y a d'autres vaccins qui sont plus efficaces parce qu'ils donnent une immunité beaucoup plus longue, mais le virus, c'est vivant, mais il est un peu sonné, ce qui fait qu'il ne cause pas la maladie, mais encore faut-il que la personne ait un bon système immunitaire pour le recevoir. Ce type de vaccin-là, donc le vaccin pour la varicelle, c'en est un vaccin vivant atténué, mais il y a aussi le vaccin pour la rougeole, rubéole et oreillon. On ne peut pas l'administrer à des gens qui sont immunosupprimés, à des très jeunes enfants, des femmes enceintes, par exemple. Donc, c'est sûr que les enfants vont avoir plus d'effets secondaires. Il faut qu'il y ait un bon système immunitaire pour recevoir le vaccin. Donc, c'est pour ça qu'il est donné, ce vaccin-là, à l'âge de 1 an et de 18 mois. Donc, le vaccin peut faire un peu mal. L'enfant peut avoir de la température, en fait, plus fréquemment que pour les autres vaccins. Et il peut aussi avoir une petite éruption varicelliforme qui peut se former et puis disparaître par elle-même, mais ce n'est pas la varicelle en soi. Et la rougeole, on l'a vu aussi dans le cours de maladies contagieuses. Celle-là, c'est un virus quand même assez contagieux. Donc, la contagiosité de la varicelle et de la rougeole est très élevée parce que les deux sont aériens. Ils se propagent par fines gouttelettes qui se promènent dans l'air et qui restent dans l'air pendant des heures. Donc, aussitôt que la personne est dans une pièce, même si elle est à plus de 2 mètres des gens autour d'elle, elle va quand même les contaminer. Donc, c'est une maladie, encore une fois, qui se présente comme un peu un syndrome d'allure grippale. L'enfant va avoir une éruption maculopapulaire. L'éruption comme telle n'est pas dangereuse, ne laisse pas de traces, mais l'enfant peut avoir beaucoup de complications par rapport à la rougeole. On parle d'encéphalite, ça peut être aussi des pneumonies. Et une fois qu'ils ont des complications, les séquelles et la mortalité sont très élevées. Donc, on aime bien avoir un vaccin pour la rougeole. C'est encore une fois, comme la varicelle, un vaccin vivant atténué, donc l'enfant doit avoir un bon système immunitaire pour le recevoir. Et comme c'est un vaccin vivant atténué, il va avoir plus d'effets secondaires. Donc, l'enfant peut avoir davantage de fièvre,
et ils peuvent avoir une éruption maculopapulaire, un peu comme la rougeole, mais non contagieuse. Et puis ça peut apparaître une semaine après le vaccin. Donc, des fois, les parents ne s'attendent pas à ça parce que l'enfant allait bien post-vaccination. Puis là, pouf, il fait de la fièvre, puis il y a une rougeur, puis là, les parents sont très inquiets. Ils ne font pas nécessairement le lien avec le vaccin parce que ça fait une semaine qu'il l'a reçu. Mais il y a un lien, c'est pas dangereux, il faut d'avance enseigner aux parents de s'attendre à ça et de ne pas s'en faire. Les oreillons, c'est une maladie qui affecte les glandes parotides qui sécrètent la salive. Donc, l'enfant va avoir une adénopathie, parfois importante, on le voit sur la photo, l'enfant a de la misère à tenir sa tête droite tellement que son ganglion est enflé. Ça peut avoir des impacts. L'enfant peut garder une surdité du côté atteint. Ça peut aussi atteindre les ovaires et les testicules. Et si l'enfant a une inflammation au niveau des ovaires ou des testicules, peut rester stérile. Donc, c'est le vaccin RRO, rougeole, rubella, oreillon, ont tous les mêmes effets secondaires. Donc, l'enfant peut faire de la fièvre, une éruption maculopapulaire, une semaine après la vaccination, donc entre le 5e et le 12e jour post-vaccinal. La rubéole, en fait, pour l'enfant, n'est pas très dangereuse, mais pour les fœtus, la rubéole est tératogène, donc ça fait que le fœtus ne se développe pas bien. Il y a des malformations qui mènent parfois à un avortement spontané. L'hépatite B est dans le carnet vaccinal. C'est un vaccin qui protège évidemment de l'hépatite B, donc de tous les effets d'une hépatite. Une hépatite, ça finit par causer une cirrhose, donc une atteinte grave du foie. C'est chronique, il n'y a pas de traitement pour ça. Donc, si on peut sauver le foie, tant mieux, parce qu'il n'y a pas de dialyse de foie qui existe. Puis le vaccin a très peu d'effets secondaires, douleur, démangeaisons au site de l'injection. Le VPH, pourquoi on vaccine pour le VPH? C'est que le virus du papillome humain, quand même assez contagieux, c'est un virus qui se propage lors des relations sexuelles. Presque 90% des cancers du col utérin, certains cancers de la gorge, de la cavité buccale, du pénis, de l'anus, du vagin, bref, partout où ce virus-là peut se retrouver. Ça fait des cancers et si on peut éviter ça, c'est mieux. Le vaccin a très peu d'effets secondaires. C'est encore une fois douleur d'injection et des symptômes généraux de myalgie, fatigue après l'administration du vaccin. Puis, on ne peut pas passer à côté de la COVID, qui est notre nouveau virus pour lequel on a maintenant un vaccin. La COVID, c'est un peu comme l'influenza dans le fond, c'est un vaccin qui permet de passer à travers les mois d'hiver avec le moins de morts possible. Ça cause des syndromes de détresse respiratoire aiguë et on a vu aussi beaucoup d'associations avec des embolies pulmonaires avec la COVID. Bref, ce n'est pas une maladie qu'on souhaite à personne. On a un vaccin qui cause quelques inconforts, arthralgie, fièvre, fatigue, myalgie après la vaccination. Donc, ça fait le tour des maladies qui sont évitables par la vaccination. Évidemment, on ne les voit pas toutes, mais ça en fait quelques-unes. Voici quelques positions à adopter pour vacciner des enfants. Donc, vous savez déjà comment vacciner, donner une injection intramusculaire chez un adulte. Chez un enfant, c'est un petit peu plus compliqué parce que ça bouge, ces petites bêtes-là. Et puis, donc, il faut les tenir. Puis, en même temps, on ne veut pas non plus les traumatiser. Donc, les meilleures positions pour les enfants, ça va être dans les bras de leurs parents. Idéalement, pour les tout petits bébés, en position d'allaitement ou collés contre la maman, un bras derrière elle, l'autre bras tenu par la maman. La même chose pour le plus grand. En réalité, ces positions-là peuvent servir pour à peu près toutes les techniques que vous faites en pédiatrie, la prise de signes vitaux, température, aspiration nasopharyngée, administration de médicaments Péros, administration des nébulisateurs ou des masses de Ventolin, etc. Donc, tout enfant préscolaire devrait pouvoir être dans les bras de sa mère lorsque vous faites une procédure. Donc, voici ici un exemple d'injection intramusculaire dans un enfant de moins de 12 mois. L'enfant est dans les bras de sa mère, son bras droit sous le bras gauche de la mère, puis le bras gauche de l'enfant est tenu par la main gauche de la mère. Donc, l'enfant est relativement immobile dans cette position-là, mais vous allez voir, il bouge quand même un petit peu au moment de l'injection. On divise la cuisse en 3, on va aller dans le centre et légèrement sur le côté de la cuisse. On peut voir ici que la vaccinatrice, elle a un point d'appui sur la cuisse de l'enfant avec son petit doigt, ce qui fait que si l'enfant bouge, elle va pouvoir suivre le mouvement. Donc, c'est vraiment le muscle vaste externe qui est le site de choix chez les enfants de 0 à 12 mois.
Il y a quand même le muscle fessier antérieur si pour une raison ou une autre, le muscle vaste externe n'est pas disponible. Pour vacciner dans le muscle fessier antérieur, il faut positionner le bébé sur le côté ou sur le ventre. On va mettre notre paume sur le grand trochanter, aller chercher avec l'index l'épine iliaque, puis avec le majeur la crête iliaque, et on va vacciner dans le V que forment nos deux doigts. On voit encore ici que la vaccinatrice maintient bien l'enfant avec sa main droite, mais s'appuie avec sa main qui vaccine sur l'enfant pour éviter de bouger. Et pour les enfants de 12 mois et plus, on a également le muscle deltoïde qui est disponible pour la vaccination intramusculaire. Vous connaissez quand même assez bien cette technique-là, donc c'est pareil chez l'enfant. Pour ce qui est des injections sous-cutanées, on privilégie normalement la face antérolatérale de la cuisse jusqu'à environ 12 mois. Ensuite, on peut utiliser les autres sites sous-cutanés que vous connaissez déjà qui sont utilisés chez l'adulte. Ça va arriver que vous avez plusieurs vaccins à administrer, donc si c'est nécessaire, vous pouvez donner 2 injections dans la même jambe, donc soit 2 intramusculaires ou une intramusculaire et une sous-cutanée en autant que vous respectez 2,5 cm entre les deux sites. Il y a beaucoup de méthodes de distraction en pédiatrie pour les procédures douloureuses. Chez un bébé allaité, l'allaitement, c'est vraiment la méthode de choix. Donc, l'allaitement, ça permet le pot à pot, ça fait en sorte que le bébé sécrète de l'endorphine, c'est un antidouleur. C'est vraiment la meilleure façon d'éviter la douleur chez le très petit bébé, surtout en bas de 12 mois. S'il n'y a pas possibilité d'allaiter l'enfant, on peut aussi utiliser le sucrose, qui est une bonne méthode de remplacement. Pour le sucrose, il faut donner une petite goutte avant la procédure. Puis quand on est prêt à faire la procédure douloureuse, une autre personne devrait être prête aussi à administrer une autre goutte de sucrose pour que l'enfant soit distrait par le goût sucré dans sa bouche. Chez l'enfant trottineur, les enfants à cet âge-là sont moins souvent allaités, donc il faut trouver d'autres façons de les distraire. Des bulles, des chercher trouve, des vidéos YouTube, souffler des bougies, mettre de la musique, lire des livres. Faut les distraire sans arrêt. Donc, l'enfant peut voir le site, on lui explique tout ce qu'on fait au fur et à mesure. Et il faut qu'il y ait quelqu'un en tout temps pour recadrer l'attention de l'enfant vers le livre ou la distraction. Donc, ça fait le tour pas mal des méthodes qu'on a pour administrer des vaccins chez les enfants avec le moins de traumatisme possible. Maintenant, bon, post-vaccination, ça se peut que l'enfant ait certains symptômes, comme par exemple la fièvre, des malaises, de l'irritabilité, des maux de tête, des éruptions, comme par exemple de l'urticaire. On va voir tantôt de quoi ça a l'air. Des arthralgies, des nausées, vomissements, diarrhée, bref, des symptômes normaux de vaccination de façon générale. Donc, pour chaque effet secondaire généraux des vaccins, il faut être capable de donner de l'enseignement à la famille sur comment gérer. Donc, pour ce qui est de la température, bon, je pense qu'on a fait quand même pas mal le tour là-dessus, mais rapidement, on peut suggérer aux parents de donner des antipyrétiques, acétaminophène, ibuprofène. Il faut faire attention, l'ibuprofène, on ne peut pas l'utiliser en bas de 6 mois. On leur propose de favoriser l'hydratation parce que le seul réel danger avec la température, c'est la déshydratation. Découvrir l'enfant, mais il ne faut surtout pas qu'il frissonne. On diminue la température ambiante, des bains tièdes, tout ça, ça fonctionne assez bien. Éviter l'aspirine parce qu'on ne sait jamais s'il y a une maladie infectieuse sous-jacente. Puis la combinaison de maladie infectieuse et aspirine peut potentiellement générer le syndrome de Rey, qui est un syndrome dégénératif très grave. Enseignement sur les raisons de consultation. Donc, généralement, on leur propose de consulter le médecin si la température ne diminue pas en 72 heures ou consulter s'il y a des symptômes associés qui sont nouveaux, qui les inquiètent, des pétéchies, une altération d'état de conscience, des signes de déshydratation. Et l'enseignement sur la gestion des convulsions fébriles. Donc, on l'a vu dans le cours de système nerveux. Une convulsion, ce n'est pas la fin du monde. Il faut simplement ouvrir les voies aériennes. Bon, malaise, irritabilité, céphalie, arthralgie, myalgie. Il y a plein de façons de soigner la douleur en pédiatrie. Je vais vous donner un petit extra pour le soulagement de la douleur dans pas long. En attendant, analgésie, repos, diminuer les stimuli si l'enfant a des maux de tête. Nausées, vomissements, diarrhée, on réhydrate l'enfant. S'il vomit beaucoup, on privilégie les solutions orales, beaucoup plus faciles à digérer, en petite quantité à la fois, mais fréquemment, pour s'assurer qu'il ne se déshydrate pas. Une diète progressive, donc des aliments simples, le moins
lourd ou difficile à digérer possible et enseigner les signes de déshydratation aux parents pour qu'ils puissent consulter si c'est le cas. Les éruptions maculopapulaires ou vésiculaires, ça va arriver post-aérovar, comme je l'ai dit tantôt. C'est pas dangereux, ça se résorbe de soi-même. Donc, il n'y a juste rien à faire avec ça, juste simplement rassurer les parents. Puis, pour l'urticaire, c'est un rash très facile à reconnaître parce que c'est un rash en plaques, chaud au toucher, un peu surélevé et surtout, il change de place. Donc, il n'y a pas beaucoup de rash qui sont capables de faire ça, de changer de place. Pour l'urticaire, qui est très inconfortable à cause du prurit, on suggère des antihistaminiques, bains tièdes, éviter la chaleur, les vêtements amples, en coton. Tout ça, ça aide avec le prurit. Et garder les ongles courts et propres pour être sûr que l'enfant ne se blesse pas s'il se gratte. Le soulagement de la douleur, c'est pareil que pour l'adulte. Donc, Tylenol, Advil, morphine, tous les médicaments que vous donnez chez l'adulte sont permis en pédiatrie en autant que vous calculez la dose en fonction de leur poids et que vous faites les surveillances en fonction de leur âge parce que comme les enfants sont naïfs aux opiacés, ils sont automatiquement à risque de détresse respiratoire. Donc, ça demande un peu plus de surveillance. Et vous pouvez aussi vous gâter, mettre de la glace, surélever le membre, mettre des pansements, même si la peau n'est pas lésée, ça fait du bien au moral de l'enfant. Utilisez de la crème EMLA si vous avez des prises de sang à faire. Quand vous préparez des médicaments en pédiatrie, essayez de prendre la plus petite seringue nécessaire. C'est vraiment par souci de précision. Les quantités parfois sont tellement petites que si vous utilisez une trop grande seringue, vous pourriez vraiment pas donner la bonne dose et double vérifier avec tout le monde. Il y a tellement de règles de trop en pédiatrie que c'est très facile de se tromper. Et faites attention, il y a certains médicaments qui ont deux concentrations différentes, comme le Tylenol par exemple, qui peut être en 80 mg par ml et en 32 mg par ml, ça ne donne pas du tout la même quantité à la fin. Bon, c'est pas toujours facile de donner des médicaments par la bouche à un enfant qui ne veut pas le prendre. Petits concepts généraux, faites attention, on a tendance à vouloir y aller trop rapidement. Puis là, il y en a partout, l'enfant ne prend pas toute la dose, c'est assez désagréable, donc allez-y doucement. Dans la joue, ça permet que le médicament coule dans la joue, ne va pas sur la langue, l'enfant le goûte moins. En position couchée, ça va aller directement dans sa gorge, l'enfant n'aura pas le choix de l'avaler, puis en plus de ça, il n'aura pas le temps d'y goûter avant de l'avaler. Et évidemment, allez doucement, 1,5 ml à la fois, pas plus. Trop mignonne. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Pas que c'était pas sérieux de donner des analgésiques aux enfants, mais disons que ça ne met pas leur vie en danger. C'est quoi les effets graves des vaccins? Bon, déjà, il faut savoir que les effets graves des vaccins sont rarissimes, mais bon, il faut être quand même prêt à y faire face si jamais ça arrive. Convulsion fébrile, on a vu dans le cours de système nerveux, c'est pas dangereux une convulsion fébrile, il faut juste ouvrir les voies aériennes pour pas que l'enfant devienne hypoxique. Donc, on le met sur le côté, on attend que ça passe, on observe la convulsion. Si vous êtes à l'hôpital, appelez de l'aide, mettez de l'oxygène, aspirez les sécrétions. La réaction d'hypotonie d'hyporéactivité post-vaccinale, c'est une réaction un peu étrange que les enfants peuvent faire parfois. L'enfant va devenir hypotonique, mais de façon transitoire, puis après ça, va être très bien. On dit toujours quand même aux parents de consulter si jamais ça arrive, mais c'est sans conséquence, mais c'est très effrayant pour les parents. Crise d'anxiété, espace du sanglot, les enfants, quand ça pleure longtemps, des fois, ça peut arriver que les enfants perdent connaissance pendant un pleur intense, mais c'est toujours transitoire, l'enfant revient toujours par lui-même. Ce qu'on va voir en détail, c'est le choc vasovagal et le choc anaphylactique. Le choc vasovagal, c'est le moins dangereux des deux. Bon, les deux, ce sont des chocs parce que la personne est hypotendue, peut perdre connaissance, donc c'est vraiment dans la catégorie des chocs. Par contre, le choc vasovagal, c'est un choc qui est transitoire. En fait, pendant le choc vasovagal, ce qui arrive, c'est que le système sympathique juste laisse toute la place au parasympathique. Et le parasympathique, qu'est-ce qu'il fait? Il fait bradycardie, vasodilatation, bronchoconstriction, relâchement des sphincters, augmentation du péristaltisme, relaxation du sphincter urétral, entre autres. Là, mais disons que c'est les symptômes associés à ces effets-là que vous allez voir. Donc, quelqu'un qui devient bradycarde et qui en même temps est vasodilaté va devenir automatiquement hypotendu. Ce qui est bien avec le choc vasovagal, c'est que c'est temporaire. Le sympathique, il n'est pas parti à Chibougamau. Il a pris un break de quelques secondes. C'est temporaire, mais pendant que ça a lieu, la personne est très inconfortable. En plus d'être hypotendue, elle a de la misère à respirer, elle peut avoir mal au cœur et avoir envie d'aller à la selle. La personne a chaud, est étourdie, est toute en sueur. Il faut juste soigner les symptômes jusqu'à ce que le sympathique rembarque. Tout simplement, ça prend quelques secondes à quelques minutes. Si la personne est assise, on peut lui proposer de mettre sa tête entre ses jambes. Ce que ça fait, c'est que
Même si la personne est bradycarde et vasodilatée, ça permet quand même au sang de se rendre au cerveau et ça évite la perte de connaissance. Si la personne perd connaissance, ben, mettez-la par terre en position latérale de sécurité. Prenez son pouls pour vous assurer qu'il est bien présent. Parce que s'il est absent, il faudrait commencer à penser à entamer les mesures d'urgence. Mais s'il est présent, même très lent, dites-vous que c'est temporaire, ça va passer. Aérez la pièce, mettez des compresses froides, rassurez la personne, dites-lui que ça va passer, qu'elle va se sentir mieux dans pas long. Si le choc vasovagal est autorésolutif, le choc anaphylactique, lui, ne cessera pas tant que vous ne le traiterez pas. Donc, c'est quoi le choc anaphylactique? C'est une réaction allergique exagérée par rapport à l'allergène. Ça touche au moins 2 systèmes. Donc, on appelle une anaphylaxie aussitôt qu'il y a 2 systèmes d'atteinte. Si la personne a de l'urticaire, on a parlé d'urticaire tantôt, de l'urticaire, c'est une éruption cutanée caractéristique en plaques, surélevée, chaude et c'est très pruritique. Si la personne a de l'urticaire, il faut vérifier si elle a un autre système d'atteinte. Donc, il faut prendre ses signes vitaux pour voir s'il y a un problème circulatoire. Il faut l'ausculter, il faut aller voir dans le fond de gorge pour voir si elle a des problèmes au niveau respiratoire. Puis, il faut faire un examen abdominal pour voir si elle a des problèmes au niveau digestif. S'il y a 2 systèmes d'atteinte, on appelle ça une anaphylaxie et il faut la traiter en conséquence parce que sinon, les autres symptômes vont finir par arriver. Les symptômes des systèmes, c'est dermatologique, circulatoire, respiratoire et digestif. Les signes et symptômes peuvent être urticaire, angioédème du visage, prurie. Circulatoire, on peut avoir de la tachycardie, de l'hypotension, altération d'état de conscience, peau froide, peau filant, peau marbrée, etc. Respiratoire, voix rauque, stridor, les cordes vocales sont basses dans le système respiratoire. Donc, si la personne a une voix rauque, c'est que son système respiratoire est atteint. Une difficulté à avaler, la personne peut baver abondamment, donc on parle de hypersialorée. Si vous regardez dans son fond de gorge, sa luvette peut être édémaciée, peut tousser, si on ausculte, on va avoir des sibilances à cause d'un bronchospasme. Il peut avoir du tirage, tachypnée, cyanose et au niveau digestif, il peut avoir des vomissements, de la diarrhée ou de la douleur abdominale. Bref, le choc vasovagal versus le choc anaphylactique sont très faciles à reconnaître parce que sur le plan dermatologique, le choc vasovagal, la peau va être froide et pâle et le choc anaphylactique, souvent les gens vont être tout rouges, la peau va être chaude et ça va piquer beaucoup. Circulatoire, le choc vasovagal sont bradycardes, le choc anaphylactique sont tachycardes. Vasovagal, ils vont être des fois bradypniques parce qu'ils vont souvent perdre connaissance. Tandis que le choc anaphylactique, il y a de la difficulté respiratoire associée, donc ils vont être plus tachypniques et ils vont avoir des symptômes respiratoires comme du stridor ou des sibilances. Le digestif, c'est assez similaire, mais l'évolution, elle est très, très différente. Donc, souvent, le choc vasovagal va arriver soit pendant la piqûre ou juste avant la piqûre, mais très, très rapidement au moment de la piqûre et il va se résoudre tout seul. Puis, le choc anaphylactique, lui, arrive un peu après le vaccin, donc à peu près 15 minutes après. Et au lieu de s'améliorer par la suite, il va se détériorer très rapidement. Le choc vasovagal, le choc anaphylactique se traite pas tout à fait dans la même façon. Vous allez voir que c'est similaire, mais que, évidemment, le choc anaphylactique, il y a des petites étapes supplémentaires. Le choc vasovagal, bon, pour aider la perfusion cérébrale, on propose à la personne de se mettre la tête entre les jambes ou on l'aide à se coucher sur le sol, les jambes surélevées. Ça améliore le retour veineux, ça améliore la perfusion cérébrale. Des fois, on est chanceux, puis on s'en sort sans perte de conscience. On aère la pièce, on met une serviette humide, ça aide au confort de la personne, on la rassure, on peut prendre ses signes vitaux, mais si vous voyez bradycardie, hypotension, dites-vous que ça va se résorber éventuellement dans quelques minutes, donc continuez, restez avec la personne pour le temps que ça dure. Si elle perd conscience, prenez le pouls pour savoir si vous avez besoin de masser ou pas et appelez à l'aide. Le choc anaphylactique, par contre, il n'est pas autorésolutif. Donc, il va falloir appeler de l'aide. Pour le choc vasovagal, on n'a pas vraiment besoin d'avoir de l'aide. On fait juste aider la personne à passer à travers ce mauvais moment-là le plus confortablement possible. Pour le choc anaphylactique, par contre, il va falloir que la personne aille à l'urgence. Si vous êtes en CLSC, il va falloir un transport hospitalier. Si vous êtes à l'hôpital, il faut sonner la cloche pour avoir une équipe médicale pour vous aider. Donc, on commence par appeler de l'aide. On laisse jamais la personne seule. Et on prépare l'épinéphrine, l'adrénaline, c'est la même chose pour l'administration intramusculaire. L'épinéphrine, ça se donne dans le muscle vasque externe. Vous pouvez répéter la dose à toutes les 5 à 15 minutes. Ça ne fait pas des miracles, l'adrénaline, ça guérit pas le choc anaphylactique, ça temporise. Ça va éliminer les manifestations cliniques dangereuses du choc anaphylactique, comme par exemple la fermeture de voie aérienne supérieure ou la vasodilatation drastique qui cause une hypotension létale.
ça va les masquer pendant un certain temps et puis l'effet de l'épinéphrine va disparaître, le choc anaphylactique va réapparaître et en force. C'est pour ça qu'il faut appeler à l'aide absolument. Ensuite, les soins de base, c'est vraiment comme le choc vasovagal. On veut améliorer la perfusion cérébrale. On couche la personne sur le dos dans un lit, on élève les jambes. S'il n'est pas confortable, coucher sur le dos parce qu'il y a trop de détresse respiratoire, levez la tête. L'important, c'est qu'il respire. Puis, vous surveillez les signes vitaux. On met le brassard à pression sur le patient. On prend la pression à toutes les 2 minutes. On met un saturo en place. S'il y a une perte de conscience, on prend le pouls et on suit les manœuvres d'urgence que vous connaissez déjà. L'épinéphrine en intramusculaire pour l'anaphylaxie, c'est le médicament de choix. Donc, c'est elle qui va contrôler les symptômes de l'anaphylaxie. En fait, ça va retarder l'évolution de l'anaphylaxie jusqu'à prise en charge médicale avancée. C'est le petit vial qu'on voit là. Juste à côté, il y a une boîte avec une seringue à monter. C'est pas celle-là qu'il faut utiliser pour administrer les injections d'épinéphrine. C'est le petit vial qu'on casse qu'on utilise. On met ça dans le muscle vaste externe pour tous les âges. C'est le muscle qui est le plus vascularisé, duquel les niveaux plasmatiques de l'épinéphrine vont être atteints le plus rapidement. Dans le PIC, il y a toutes les posologies pour l'adrénaline. Donc, vous n'avez pas besoin de prescription médicale pour préparer l'adrénaline, l'épinéphrine. C'est dans le pic. Donc, moi, ce que je suggère généralement, c'est que si vous êtes en train de vacciner quelqu'un, assurez-vous que vous avez un vial d'épinéphrine proche, puis assurez-vous que vous connaissez la dose adéquate à administrer à votre patient si jamais il y a une anaphylaxie. Parce que si ça arrive, ce n'est pas le moment d'aller farfouiller pour voir c'est quoi la dose puis comment on prépare ça. Une fois administré ce médicament-là, il peut être répété à toutes les 5 à 15 minutes au besoin. Mais évidemment, le patient doit être transféré à l'urgence ou si vous êtes à l'hôpital lors de la réaction anaphylaxique, l'équipe de soins critiques doit se déplacer à la chambre du patient pour administrer les soins avancés. Il y a d'autres médicaments à administrer au patient afin que l'anaphylaxie soit complètement sous contrôle. Bon, j'espère que ça va vous avoir été utile. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me rejoindre par Mio.